Radio Axe présente Fréquence gourmande. L'émission culinaire de Radio Axe, présentée par Isabelle Amaglio avec Richard Caillat-Jagnon. Et pour commencer en fanfare, eh bien, bonne année, bonne santé et bon appétit à tout le monde, puisque c'est notre première émission de l'année. Exactement. Bonjour Isabelle, bonne année à toi. Richard, bonne année à toi, Nordine aussi. Voilà, tous les amis de Radio Axe, tous nos collaborateurs et tous nos auditeurs et auditrices. Exactement. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez bien mangé. Je pense que ce ne sont pas les bonnes recettes dictées par Isabelle qui vous ont manqué pour faire de ces fêtes des fêtes très réussies avec de bons petits plats. Et je suis bien content qu'on se retrouve puisque nous allons entamer notre deuxième année de fonctionnement. Tout à fait. Un peu plus même. Et bien voilà, je vais te laisser la parole. Tu es parti au Mexique il n'y a pas longtemps. C'était sympa, je suppose. Oui, tout à fait. On en a parlé la fois dernière. Je suis partie fin octobre. Très bien. Pas trop froid en revenant. Oui, l'année dernière. Pas trop froid en revenant. Si, on s'en était parlé. Ça faisait une grosse amplitude thermique. Et donc, je n'ai pas encore... je réfléchis toujours à la manière dont je vais acclimater certains plats. Mais ce sera pour plus tard. Très bien. Ça n'est pas encore pour aujourd'hui. Et alors, pour aujourd'hui, qu'est-ce que tu nous as concocté ? Eh bien, des produits de saison et des choses un petit peu plus légères peut-être pour passer la période un peu festive qui a été la nôtre. Voilà, mettre les estomacs un peu au repos. Voilà. C'est pas plus mal parce que c'est vrai que de notre côté, on n'a pas chômé au niveau de l'estomac. Donc, qu'est-ce que tu nous proposes comme recette un petit peu plus légère pour se reposer? Alors, pour commencer, je vais vous proposer des noix de Saint-Jacques parce qu'on est encore dans la saison. Alors c'était beaucoup en décembre, mais on est encore dans la saison. J'adore ça. Avec du chorizo. Plus chorizo. Alors une petite teinte espagnole alors. Ou portugaise. Voilà. En l'occurrence, moi j'achète plutôt chez des détaillants portugais parce que Sartrouville, il y en a beaucoup. Ouais, avec des produits vraiment de qualité. Et donc, voilà. Et je trouve que le chorizo, ça se marie très très bien, de manière générale, avec le poisson. J'avais fait une soupe de choux avec du chorizo dedans. C'était pas mal aussi. Oui, le chorizo, c'est bien. Donc là, on va le détourner un peu. C'est parti. J'ai de quoi noter. On se rappelle très très vite le principe. J'ai pris papier, crayon. J'espère que vous aussi, auditeurs et auditrices de Radio Axe, vous en avez fait autant. Nous allons donc partir à la découverte de ces noix de Saint-Jacques avec du chorizo. Il y aura aussi une recette sucrée. Tout à fait. Et puis notre petite chronique habituelle sur, je te dis pas quoi, tu verras. Ah bah oui, chacun sa surprise. Et si vous n'avez pas le temps de tout noter, chers auditeurs, eh bien, il y aura un petit résumé express à la fin de l'émission. C'est parti pour les noix de Saint-Jacques. Plus au chorizo. Alors ça va vite, vous allez voir comme recette. Alors ce que j'aime bien dans cette recette, c'est que moi j'aime pas les sauces trop lourdes. Et là on est sur la base d'une crème infusée au chorizo. Et donc ça donne quelque chose, c'est une bonne alternative sans pour être très compliqué aux sauces traditionnelles. Et pour ceux qui n'aiment pas la crème, parce que dans ma famille, il y en a qui n'aiment pas la crème, ça permet de servir à part et de faire à part. Donc on peut avoir plusieurs alternatives sur cette recette. Donc pour 4 personnes, en 30 minutes c'est bon. Hein. Donc, on ne passe pas la journée dans la cuisine avec celle-ci. Ça c'est très bien. Ça. Alors pour 4 personnes, on peut la faire en version plus réduite en entrée aussi. Pour 4 personnes, 16 à 20 noix de Saint-Jacques, ça dépend de leur taille, de l'appétit, etc. 16 tranches de chorizo, alors doux ou fort, ça dépend des goûts. Moi, je choisis plutôt du fort. Et je crois qu'au Portugal, ils le font avec beaucoup d'oignons. Chorizo très il y a aussi cette version, oui. Il y a même de l'ail aussi. 16 tranches de chorizo. Voilà. 25 centilitres de crème liquide. 25 centilitres crème liquide. Un petit peu de piment d'Espelette. Oui. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi plutôt du doux. Un peu de beurre demi-sel et une petite pincée de fleur de sel. Beurre demi-sel plus pincée de fleur de sel. Alors, on ne va pas se passer du beurre demi-sel. Hein. Ça serait dommage. Oui. Et donc, on commence par préparer les noix et le chorizo. Donc, on nettoie les noix rapidement sous l'eau froide avant de les déposer sur un linge ou un papier absorbant pour les réserver au frais. On nettoie et on dépose. Voilà, et on prépare le chorizo pendant que ça égoutte un peu, en tranches très fines. Alors moi, je demande en fait, là où je vais au marché généralement, je lui demande de le trancher en tranches très très fines et j'enlève la membrane le protégeant.
On prépare la crème au chorizo. Donc, on fait revenir 12 tranches sur les 16 de chorizo. Comme c'est gras, il n'y a pas besoin de mettre de matière grasse. Donc, directement à la poêle. Et lorsque ça commence à suinter, donc ça se repère très très vite, j'ajoute la crème liquide et le piment d'Espelette. Plus la crème, plus le piment. Et on mélange délicatement et on baisse le feu. Voilà, on baisse le feu, ce qui permet à la crème d'épaissir à feu doux. Et quand c'est bien épaissi, bien coloré, etc., j'enlève les tranches de chorizo, voire même je les essuie et je les mets de côté aussi. Et pendant ce temps-là, j'assaisonne la crème, je rajoute un petit peu de ce qui manque, du sel, du poivre, ça dépend. Voilà. Assaisonner la crème. Et là, il est temps de procéder aux dernières cuissons. Donc juste avant de passer à table, parce que la coquille Saint-Jacques, franchement, c'est dommage en cette saison quand elle est fraîche de la cuire trop longtemps. Ça vraiment va vite sur chacune des deux faces. Donc on fait chauffer une autre poêle, ou la même, avec une petite noix de beurre, parce que les noix de coquille Saint-Jacques aiment beaucoup le beurre. Elles n'aiment pas beaucoup l'huile, je trouve. Moi, je trouve que c'est meilleur avec du beurre. Et donc, on les fait cuire à feu moyen pendant environ 2 minutes de chaque côté. L'idée, c'est qu'elles soient bien dorées et qu'il ne faut pas qu'elles soient brunies. Il faut qu'à l'intérieur soit un petit fil rosé. C'est comme ça qu'elles sont bonnes. Sans ça, c'est du caoutchouc, ça ne sert pas à grand-chose. Les bouchers diraient saignant, quoi. Oui. Voilà. Oui. Alors, le cri de la Saint-Jacques qui saigne, je ne sais pas bien. Ah, ça, je ne sais pas. On verra. Donc, on retourne les Saint-Jacques et on les fait cuire à nouveau pendant 2 minutes, 2 de chaque côté. Ouais. Et on les enlève aussitôt, on les réserve. C'est pour ça qu'il faut le faire au dernier moment, parce qu'il ne faut pas qu'elles refroidissent trop. Et pendant qu'on les réserve, on peut commencer à dresser sur les assiettes. On fait chauffer à feu très, très vif la poêle pour y faire griller 8 tranches de chorizo. Les dernières tranches, en fait. Il faut les griller carrément, d'accord. Oui, pour les faire griller. L'idée, c'est d'avoir comme une chips de chorizo, un peu durci, un peu grillé, un peu croustillant. Et là, la poêle, on l'a fait chauffer, enfin, on fait griller le chorizo sans aucune c'est quand même gras, grasse. Donc, d'accord. Et donc pendant ce temps-là, on a mis ces 4 à 5 noix par assiette, on nappe de crème au chorizo pour ceux qui aiment bien la crème, et on pose délicatement les tranches de chorizo qui sont croustillantes dessus. Voilà, et moi je propose de servir ça avec, comme on est encore dans la saison du potimarron, des dés de potimarron, de patates douces, qu'on avait vu pour un plat la fois dernière. Mais je trouve aussi qu'une petite fondue de poireaux et échalotes, ça va drôlement bien avec le poisson. Mais si tu entends par fondue de poireaux, tu coupes en petits tronçons ouais. Le poireau et tu le fais réduire, suer à la poêle pendant un moment jusqu'à ce que ça colore. Il ne faut pas trop que ça colore. Ça perd beaucoup d'eau et ça fait une petite fondue de poireaux. D'accord. Voilà. Et ça va très très bien avec les Saint-Jacques aussi. Et c'est vrai que tout ce qui est légumes verts, ça nourrit bien. Ça fait du bien au niveau des protéines, les poireaux, c'est bien. Des antioxydants. Donc c'est bien. Un peu comme le chablis. Tu as vu, j'ai placé ça. Eh ben voilà, oui. Ça fait voilà, c'est aussi un bon très bon. C'est très thérapeutique, tout ça finalement. Donc Saint-Jacques au chorizo, voilà, ça c'est vite fait. On trouve encore des coquilles Saint-Jacques en début janvier, vraiment très fraîches à des prix intéressants. Chez le poissonnier donc. Chez le poissonnier, voilà. Là honnêtement, on était encore là, ce que j'ai vu à 15 € les 3 kilos. Ah ça va. C'est pas cher. 3 kilos de coquilles. Ah oui, d'accord, il faut, voilà, il y a quand même les coquilles dedans, mais enfin ça va. Voilà. Et puis en plus, il y a quand même encore un côté festif, je trouve. Là, tout à fait. Tout ce qui est coquilles, coquillages, tout ça, on peut donc se faire du bien. Cher. Comment ? Après, hors de la fin, quand la saison va se terminer, là, ce qui va commencer, c'est beaucoup plus cher. Mais là, on trouve encore des coquilles Saint-Jacques super fraîches. D'accord, c'est noté. J'avais entendu parler de noix de Saint-Jacques au curry aussi. Pareil que ça se marie très très bien. Tout à fait. Donc voilà, c'était noix de Saint-Jacques chorizo avec une bonne petite crème, avec les chorizos donc bien grillés. Et on arrange ça avec... Moi, je propose du chablis. Le chablis, très bien. C'est pourquoi pas. On dit bonne année aussi à Monsieur Béguet. Tout à fait. Une story. Je parlerai peut-être un petit peu dans quelques temps d'ailleurs. Et puis à nos amis des bons accords. Ah oui. Gérald et son équipe. Avec plaisir. Avec sa sommelière. Ouais. Voilà. On commence à voir nos collaborateurs attitrés à Radio Axe. Il faudra vraiment, depuis le temps que j'en parle, qu'ils viennent nous voir un peu au studio. Ou peut-être que j'aille les voir avec mon petit micro, ce serait pas plus mal. Noix de Saint-Jacques au chorizo. Ça, c'est donc pour la partie salée. Et comme dessert, tu nous proposes quoi ? Des kakis aux épices. Ah, kaki, ça c'est un fruit de saison qui n'est pas très connu. Non, qui s'appelle aussi plaquemine. Et pour cette recette, j'accepterais même des charrons.
Qu'est-ce que c'est ? Les charrons, c'est beaucoup plus ferme, beaucoup plus haut aussi, alors que les kakis, les plaquemines, ça se mange blé. Comme un fruit. La poire, quand elle est blette, elle n'est plus bonne. Le kaki, quand il est bon, c'est qu'il est blé. Donc il est un peu translucide. On a du mal à le couper. On le mange plutôt à la cuillère. Et il est mûr en ce moment. Donc ce sont les seuls arbres où on a des fruits bien orange éclatants. Les oiseaux adorent. En cette saison, à partir de Noël, et quand les premières gelées sont assez intenses, le kaki commence à être prêt. Je me souviens pas avoir jamais mangé du kaki. Alors, ce sera peut-être la bonne occasion. Et le charron, c'est quoi ? Le charron, c'est pas tout à fait la même variété. Il vient plutôt d'Inde, je crois. Il est beaucoup plus ferme. Il ne se mange pas blé. Il est peut-être mieux pour cette raison, cette recette, pour cette raison. Mais j'ai une affection particulière pour le kaki, qui est un fruit qui est assez classique dans le sud de la France. On en trouve sur Sartrouville. Il y a pas mal de jardins où on vend cette saison ces fruits oranges. Voilà, justement, c'était ma question. Ça pousse en France, ça. Ah oui, tout à fait. Ça pousse beaucoup au Portugal, en Espagne, en Italie aussi. Il y en a beaucoup. Dans le Midi, il y en a beaucoup, beaucoup. Et ça se rapproche de quel autre fruit pour nous donner une petite idée ? C'est vraiment un truc c'est très à part. Oui. C'est des gros fruits oranges comme ça. Et l'an dernier, moi j'en ai un chez moi. L'an dernier, on a vu des kilos et des kilos. Cette année, il n'y en a pas un, les oiseaux. Et je vois sur les autres arbres à Sartrouville, oui, il y a eu pénurie pour les oiseaux. On le voit bien au niveau des kakis. Au niveau des fruits un peu inhabituels, j'ai remangé, ça ne m'était pas arrivé depuis peut-être plus de 50 ans, de la grenade. Oui. Alors la grenade, elle est plutôt dans la saison, mais c'est également un fruit assez tardif qu'on trouve exactement dans les mêmes régions méditerranéennes. Alors sur Paris, je ne suis pas sûre que les grenadiers prospèrent beaucoup. En tout cas, ce que j'ai mangé, c'est un petit peu amer, mais pas désagréable. Et il a cette saveur, la grenade, elle a cette saveur un peu astringente comme le kaki. Le kaki, c'est également le cas. Très bien. C'est alors, gorgé de vitamines. Qu'est-ce qu'on en fait de ce kaki, de cette recette ? D'où ma chute l'an dernier. Et mon doigt, on avait enregistré. C'était en allant ramasser des kakis. Et ça va mieux maintenant ? Oui, bon, bref. Donc ce kaki ou ce charron, il est difficile à cuisiner. On le mange plutôt comme ça, à la cuillère à l'intérieur. J'ai vu qu'il y avait des glaces au kaki. J'ai essayé, il y a une expérience familiale pas tout à fait concluante sur le sujet. Et donc le kaki, je propose là de le poêler avec du sucre et avec des épices. Très bien, c'est parti. J'ai de quoi noter. J'espère qu'il en est de même pour vous, auditeurs et auditrices. Pour cette recette, tu me dis c'est au kaki avec quoi d'autre ? Des épices. J'ai mis kaki des épices. aux kaki épices. aux épices. J'ai fait un peu caramélisé à la poêle aux épices. Alors, on trouve encore des kakis, notamment au marché. On va en trouver des charros pendant un moment. Donc là, environ un kaki par personne. Ça dépend de la taille du kaki. On peut en mettre 3 s'ils sont beaux. Des biscuits bretons. Des sablés bretons. D'accord. Oui. Là, j'avais fait des sablés ce que j'ai fait dernièrement pour tester et ajuster la recette. Voilà, vraiment du sablé breton un peu épais. 5 centilitres de miel liquide. Les sablés bretons, ça peut être les palais ? Oui, c'est bien les palais. Très bien. C'est bien. 5 centilitres de crème liquide. De miel liquide. Miel liquide. Ah, j'aurais pas osé faire le dessert et le plat à la crème. Oui. D'accord. Oui, d'accord. Un peu de gingembre, ça c'est pour les épices. Le miel liquide, est-ce qu'on prend du miel de châtaignier comme tu Alors là, je ne l'ai pas mis parce que je me suis dit que ça pouvait faire un peu trop, mais on fait ce qu'on veut en fait. Peut-être un miel un peu plus comme l'acacia ou quelque chose comme ça, un miel un peu plus blanc. Léger. Donc ça, après le miel, un peu de gingembre. Un peu de muscade, un peu de cannelle. Muscade et cannelle. On peut même mettre un peu d'anis vert. Ah. Voilà. On peut même mettre un peu de cumin. L'idée, c'est de mettre un petit peu d'épices. C'est très oriental tout ça. Ah bah c'est bon. Très bien. Je m'en doute pas. Je m'en doute pas une seule seconde. Un demi-citron vert. Un demi-citron vert. Ouais. Et il y a beaucoup de kaki au Maghreb aussi. 5 centilitres de rhum brun si l'on veut. 5 centilitres de rhum. Ouais. 50 grammes de beurre demi-sel. Toujours. Et on y retourne. On n'en démarre pas du demi-sel. Et donc on prépare les ingrédients, dont le kaki. Donc si on a des charrons qui sont donc durs, on peut éplucher comme on éplucherait des tomates. Ouais. On peut éplucher délicatement la peau du kaki. On le coupe en tranches, environ 1 cm d'épaisseur. Coupé en tranches. En revanche, si ce sont des kakis, ils ne se couperont pas, ça fait de la bouillie.
Donc l'idée, c'est pas de faire de la bouillie, donc il faut garder la peau et essayer de tronçonner comme on peut. Voilà. Et on enlève évidemment la partie dure sous le pédoncule, parce qu'elle est vraiment très dure dans le kaki. Donc, en principe, quand on enlève le pédoncule, cette partie-là vient, qui est un peu blanche, vient avec. donc si c'est des charrons, on coupe en on coupe en tranches. Ouais. Exactement. Et si c'est des kakis, on fait comme on peut. Voilà, très bien. Faut bien laver le fruit, je suppose. Oui, bien sûr. Bien sûr. Très bien. Tronçonner le kaki. Voilà. C'est parti. Ensuite, le gingembre, on l'épluche, on râpe et on le mélange avec les épices en poudre. On fait son petit mélange. Gingembre râpé plus les autres épices. Ouais. Voilà. On émiette grossièrement ses sablés. Émietté. Et on les réserve. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais fait mes sablés pas assez épais. Ah là 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 là, c'est terrible. Catastrophe. Ça. Émietter donc les palais. Hein, oui. Mal. On émiette nos petits palais. Très bien. Et là, on passe à la deuxième étape. On cuit et on flambe. Ouh là là. Eh ben oui. Donc on fait fondre le beurre dans une poêle pour y dorer le kaki à feu vif. Ça peut être un peu compliqué de le dorer parce qu'il y a beaucoup de jus, donc on fait aussi un peu comme on peut. On ajoute le mélange aux épices et on mélange délicatement parce que sans ça on va avoir de la purée. Si on a les charrons, on retourne les tranches pour qu'elles dorent environ quelques minutes de chaque côté. Ouais. Si on a des kakis, on fait toujours comme on peut. Voilà. Et pendant ce temps-là, on râpe le zeste du citron. Et on prend son jus qu'on met de côté. Il s'agit du citron vert. Hein, du citron vert, tout à fait. Le vert du citron qu'on aura pris soin d'acheter non traité. Ah oui, mais ça je précise. Oui, effectivement, bien sûr. Surtout si on utilise seulement le zeste, c'est important. Alors, dans une petite casserole, on fait chauffer le rhum pour ceux qui prennent l'option rhum. Et dès que c'est bien chaud, on verse sur les kakis et on flambe aussitôt. Verser sur le kaki le rhum chaud et on flambe au briquet. Ou à ce qu'on veut. Voilà, on flambe et puis flamber. Voilà, on ajoute le miel au jus de citron directement dans la poêle et on cuit encore 5 minutes. C'est pour pas que le citron imprègne trop, pas qu'il cuise trop. On le met juste à la fin comme ça. Et on ajoute les zestes de citron vert à la fin. Zeste de citron vert à la fin. Il ne reste plus qu'à dresser tout ça joliment, comme on peut, dans les assiettes, à parsemer des sablés émiettés. Et comme je sais que tu aimes ça, tu peux mettre de la crème glacée à la vanille ou de la chantilly. Ah oui, d'accord. Alors là, il y a un mélange chaud et froid. Donc, c'est bien ça comme dessert. Voilà. C'est chaud, c'est froid. Et c'est gorgé de vitamines. C'est fruité, c'est épicé. Il y a tout là. C'est pas mal. Ah oui, c'est intéressant, oui. En tout cas, j'ai hâte d'avoir l'affiche de ces deux recettes. Hein, les noix de Saint-Jacques, je prends tout. Voilà, donc on a Est-ce qu'on prend un petit vin au-dessus du Alors, dessert? Peut-être un Maury ou un Rivesaltes ou même un Muscat de Frontignan, quelque chose comme ça. Alors les puristes diront on a flambé au rhum, on prend du rhum. Ouais. Et puis les amateurs de thé, comme je le suis, diront un petit thé, ça va avec tout quand même. Un Earl Grey à la bergamote. Pourquoi pas. Enfin, là, je te laisse le thé. Moi, je prends le reste. Je propose aussi éventuellement de la clarette de Die. Je pense que ça me déplairait pas, ça. Ah ouais, le côté effervescent. Voilà, très bien. On retrouve ces deux recettes en fin d'émission. Tout à fait. Pour un petit résumé express. Et en attendant, on va lancer notre petit générique de la chronique Grain de sel. Et pour cette première chronique de l'année, on va parler de fromage. Alors nous, on s'est fait quelques petites fondues très sympathiques, évidemment, pendant les fêtes. Et je vais surtout réparer une petite injustice, puisque en septembre dernier, on va dire ça date un petit peu, on a eu une nouvelle championne du monde en France, ce qui est très important, championne du monde qui s'appelle Virginie Dubois-D'Orne. Ça te dit quelque chose? Oui, c'est terrible ça. Alors et depuis septembre. Discipline sportive. Très sportive puisqu'il s'agit de la championne du monde des fromagers. Ah, d'accord. Alors, dans un pays qui produit à peu près entre 1200 et 1500 sortes de fromages, comme la France, dans un pays où les Français engloutissent près de 20 kilos de fromage par an et par personne, je trouve qu'on n'a pas beaucoup parlé de Virginie Dubois-D'Orne. Elle a donc été sacrée championne du monde le 13 septembre dernier. Alors, en quoi ça consiste, cette épreuve? Elle s'est imposée, quand même, il faut le savoir, devant 9 finalistes
spécialistes venus quand même des quatre coins du monde. Alors, il y avait 9 épreuves pour remporter la compétition. Il y avait d'abord un questionnement, un quiz, comme on dit, un jeu de questions-réponses, une preuve de dégustation à l'aveugle, un grand oral, une découpe, une préparation culinaire, une association de goûts et une épreuve de sculpture à partir de fromage. Et ça, je peux te dire que j'ai la photo sous les yeux, je vous la montrerai plus tard, mais d'une sculpture qu'elle a réalisée avec des fromages et qui représente la scène du corbeau. Le corbeau et le renard, en fait. Donc, pour ce qui est de parler de fromage, c'était un sujet tout à fait bien choisi. Et pour finir cette épreuve, il s'agissait d'effectuer un dressage d'un petit et d'un grand plateau de fromage. Voilà, alors Virginie Dubois d'Orne, il se trouve qu'au départ, elle ne se destinait pas du tout à devenir fromagère. Elle est titulaire d'une licence de littérature allemande. Et elle s'imaginait devenir maîtresse de conférence et puis elle est tombée amoureuse d'un fromager et elle est tombée dedans et du coup elle est je crois la 4e ou la 5e personne de nationalité française à remporter ce titre. Donc voilà, déjà un premier coup de chapeau à Virginie Dubois d'Orne, championne du monde des fromagers. Alors, encore un petit mot sur elle, il se trouve qu'elle produit des fromages dans la région d'Arras, donc dans le nord de la France, et qu'elle les produit dans une poudrière de la citadelle d'Arras. D'accord. Voilà, qui est donc un ouvrage militaire qui a été démilitarisé dans les années 2010. Donc ça doit faire un bel espace pour affiner. Un bel espace, et puis je trouve que c'est pas mal. Hein. Ces constructions qui étaient prévues pour faire la guerre, et aujourd'hui elles nous produisent des bons fromages, c'est pas mal. Hein. À quand la ligne Maginot transformée en cave à vin, ou la ligne Siegfried transformée en fumoir pour saucisses. Pourquoi pas, après tout, hein. C'est bien de reconvertir ces ouvrages militaires pour fabriquer de bons fromages. Donc voilà, premier sujet de cette chronique, un coup de chapeau à notre championne du monde des fromagers, Virginie Dubois d'Orne. Et toujours pour parler de fromage, j'ai voulu partir à la découverte du plus vieux fromage du monde, ou plutôt de la plus vieille trace de fromage qu'on ait pu trouver dans le monde. Voilà. Je pense que le fromage, c'est quelque chose d'universel et de très ancien. Absolument, très ancien. C'est pour ça que les premières traces de fromage avérées, répertoriées, c'est un petit peu difficile à cerner. J'ai découvert des traces, enfin pas moi directement, mais des traces du plus vieux fromage du monde. Les plus vieilles traces de fromage du monde, plus exactement, ont été découvertes en 2010. Elles se trouvaient dans le tombeau d'un officier de l'armée égyptienne du temps de Séti Ier et de Ramsès II. Ah oui, ça ne rajeunit pas tout à fait. Ça. Non, pas vraiment. Donc ce fromage, on imagine, il a quand même un affinage de 3000 ans. C'est pas mal. Très fort, ces Égyptiens. Oui, ils sont pas mal. Hein, d'accord. Alors, ça peut faire. Ouais. Et donc voilà, c'est donc dans la tombe de cet officier de l'armée égyptienne de l'Antiquité que les archéologues ont repéré des résidus blanchâtres qui ont attiré leur attention. Et voilà, ils ont été définis comme étant vraiment du fromage. Et du fromage issu du lait de quel animal ? De mouton et de bufflone d'Afrique. D'accord. Voilà, comme ça, je crois que c'est des Italiens qui font du fromage avec du bufflone et de mouton. Voilà, donc, mais c'est pas les plus vieilles traces trouvées de ce qui pourrait ressembler à un fromage, puisque il y a des traces qui ont été retrouvées en Croatie et qui, elles, datent de plus de 7200 ans. Mais là, les scientifiques sont pas tout à fait d'accord. Est-ce qu'il s'agit de fromage ou pas ? On n'est pas vraiment sûr. En tout cas, on sait que les habitants de cette région et de cette époque-là, ils ne supportaient pas le lactose contenu dans le lait. Or, comme on sait que dans le fromage, il y a moins de lactose que dans le lait, on pourrait imaginer qu'ils s'étaient mis à fabriquer déjà des fromages il y a 7200 ans en Croatie. Là aussi, 7200 ans d'affinage, ça peut paraître appétissant, pas du tout, parce que évidemment, ce fromage, quand il est très très vieux, comme ça, de 3000 ou de 7000 ans, eh bien, il est plein de ce qu'on appelle la Brucella melitensis. Ah oui.
D'accord. Alors, je songeais à vous faire, d'ailleurs, vous aurez bientôt une rubrique de fromage, mais je vais attendre un petit peu finalement. Ouais, enfin bon, on n'est pas obligé d'en prendre du si vieux que ça, puisque de toute façon, il est évidemment impropre à la consommation, évidemment. Voilà, donc ça c'était des traces du plus vieux fromage du monde, il y a donc 3000 ans en Égypte. Encore un petit mot pour dire que les Américains nous ont fait un petit peu de tort il y a quelques années, justement en déclarant impropre à la consommation un fromage qui nous fait bien plaisir, c'est la mimolette. Ils ont interdit en 2013 et 2014 l'importation chez eux de mimolette en disant qu'il y avait plein d'acariens allergogènes. Avec le Roquefort qui nous est encore plus cher à notre cœur. Et voilà, du coup, ils avaient interdit l'importation de mimolette. Moi, je peux vous dire que la mimolette, j'en ai mangé il n'y a pas longtemps, de la mimolette française produite à Isigny-Sainte-Mère, donc du côté du Calvados. Non seulement c'était très bon, mais je me porte très bien. Voilà, c'est donc tout pour cette première chronique grain de sel de l'année. On revient à nos deux recettes. Au Saint-Jacques au chorizo pour 4 personnes. 16 à 20 noix de Saint-Jacques, 16 tranches de chorizo, 25 centilitres de crème liquide, un petit peu de piment d'Espelette, un peu de beurre demi-sel et une pincée de fleur de sel. On nettoie les noix, on les rince sous l'eau, on les met de côté, on tranche le chorizo, on enlève la membrane, on les fait revenir ces tranches à la poêle, à sec. Et lorsqu'elle commence à suinter, on ajoute la crème liquide, on assaisonne un petit peu piment d'Espelette, on mélange, on baisse le feu. Le temps que la crème épaississe, un feu doux. Ensuite, on peut enlever les tranches pour les remettre, qu'on remettra ensuite dans l'assiette si on le souhaite. On rectifie l'assaisonnement, on met de côté au chaud. Et juste avant de passer à table, parce que la Saint-Jacques n'aime pas les cuissons longues, on chauffe une deuxième poêle avec une petite noix de beurre. On lui fait faire 2 minutes de chaque côté. Et lorsqu'elles sont bien dorées, on les enlève, on les réserve, on fait griller pendant ce temps-là les tranches de chorizo. On peut même les faire griller au four à la lèche frite. Et on sert le tout dans les assiettes, 4 à 5 noix par assiette, un petit peu de crème au chorizo. Et puis on pose délicatement 2 tranches de chorizo bien croustillantes dessus à table. Très bien, donc ça c'est pour le plat salé que l'on accompagne avec du potimarron en petit dés. Oui, une fondue de poireaux. Une patate douce, voilà. Et puis le kaki caramélisé ou pas aux épices, on fait comme on peut parce que le kaki c'est quand même difficile à travailler en cuisson. Donc pour 4 personnes environ aussi, 3 à 4 kakis, là aussi on est sur un plat qui demande 30 minutes. 4 palets bretons, 4 biscuits sablés un peu épais, 5 centilitres de miel liquide, un petit peu de gingembre, un peu de muscade, un peu de cannelle, un demi-citron vert, 5 centilitres de rhum brun si l'on veut flamber, 50 g de beurre demi-sel. On prépare les ingrédients en épluchant les charrons, si ce sont des charrons. Sans ça, on fait comme on peut avec les kakis. L'idée, c'est de les faire griller, brunir à la poêle, de les cuire à la poêle. On épluche, on râpe le gingembre, on mélange avec les différentes épices et on fait fondre le beurre dans une poêle et on y dore le kaki à feu un peu vif. On y ajoute les épices, on retourne tout délicatement. Pendant ce temps-là, on râpe le zeste du citron et on met de côté le jus du citron. On fait chauffer dans une petite casserole le rhum pour flamber le tout. Quand c'est flambé, on ajoute le miel, le jus de citron dans la poêle, on cuit encore 5 minutes en mélangeant toujours très délicatement. Et tout à la fin, on ajoute les zestes de citron. Et si, comme toi, Richard, on aime la crème glacée, voire la crème glacée et la crème chantilly, on peut en ajouter dans l'assiette. Alors, on additionne les vis, là. Franchement, carrément. C'est une incitation à la gourmandise. C'est très, très bien comme ça. On est un peu là pour ça. Tiens, tu me parlais de fromage avec piment d'Espelette, de choses comme ça. J'ai fait des petits toasts de pain d'épices grillé avec tartiné, avec la ricotta relevée avec du piment d'Espelette. Dessus, tu poses des petits quartiers de mangue et un peu de chambon cru. C'est excellent. C'est très, très, très vite fait. Voilà, c'est vraiment très, très vite fait et fait simplement. Merci pour ce petit voyage au niveau de la noix Saint-Jacques et des kakis aux épices. Je rappelle que ces recettes sont bientôt disponibles sur le compte Instagram Les Casseroles Lisa. Exactement. À bientôt pour d'un concours aussi sur ceux qui veulent une recette perso. Ah oui. Eh bien, je prends les inscriptions comme l'an dernier.
Très bien, bon bah c'est noté et rendez-vous sur les casseroles d'Isa. Alors, exactement, tout à fait. Et d'ici là, faites-vous plaisir, mangez bien, bon appétit à tous et à bientôt. À bientôt. Et là, comme j'avais